Bakir, bienvenue. Bonjour. Analyste économique et financier, expert comptable et commissaire aux comptes. Après l'IS qu'on a abordé dans le premier podcast, Fondation Création d'entreprise, on va passer à la TVA. Je rappelle aussi, c'est chronologiquement aussi ce que mis en place l'exécutif et les pouvoirs publics au lendemain des assises de la fiscalité. Absolument. Donc, c'est une des premières réformes, ça touchait l'IS. Deuxième réforme, ça touchait la TVA. Absolument. Et ensuite, d'ailleurs, là, de 2024, c'était l'IR. Absolument. Pour la loi de finances de 2025. Mais sur la TVA, par rapport à tout ce qui a été mis en place déjà l'an dernier, harmonisation des taux intermédiaires, répercussions pour 2025 sur... Alors, j'allais dire, d'un point de vue micro. Oui. Non, mais écoutez, ce qui a changé depuis 2024, c'est la volonté des pouvoirs publics d'aller faire l'harmonisation. Par le passé, nous avions 5 taux, le 0%, le 7%, le 10%, le 14% et le 20%. Depuis l'année dernière, on s'achemine dans une perspective de 2026 sur 3 ans vers une harmonisation pour ne garder que 3 taux. Un taux de 0% qui est synonyme d'exonération, 10% et 20%. Comme ça, effectivement, c'est une harmonisation qui permettrait de la visibilité pour les opérateurs économiques, de l'équité fiscale et de la clarté. Parce qu'effectivement, par le passé, ces divergences de taux créaient beaucoup de distorsions et de situations de butoir. Il aggrave les situations de butoir. Alors le butoir, pour rappeler, c'est cette situation de, je dirais, crédit chronique, parfois irremboursable, issue de ces différences entre la TVA à facturer et la TVA au niveau des intrants. La TVA facturée était généralement de 14-17%, la TVA des intrants était 20%, engendrant effectivement ce décalage et ce déficit. Est-ce que ça, c'est réglé? Je pense qu'avec le crédit d'impôt TVA aussi, alors, ce volume d'argent qui était un petit peu bloqué, je veux dire, qui n'était pas forcément libéré, ça a été libéré depuis 2023-2024. Oui. Alors, nous avons deux situations qui se présentent. Nous avons un crédit de TVA, je dirais, chronique, issu de cette situation de butoir. Et nous avons un crédit de TVA remboursable, issu d'une situation un peu particulière pour les sociétés bénéficiant des encouragements de l'État. Nous parlons de l'export et des médicaments principalement. Alors, pour la situation du déficit de butoir, la solution n'est pas au niveau de la législation. La solution est au niveau des entreprises qui doivent diversifier leur, en quelque sorte, champ d'action pour aller sur de la TVA conventionnelle. Exemple, une société aujourd'hui qui a, par exemple, une TVA facturable à 10%, doit penser à aller sur une activité à TVA à 10% facturée pour essayer un petit peu de résorber ce déficit-là et effectivement ce crédit. Et elle peut le faire comment? Mais bien, écoutez, c'est un changement stratégique au niveau du business. Donc là, il faut l'oublier, nous avons tendance à oublier que la TVA ne frappe pas des personnes. La TVA frappe des opérations. Personne aujourd'hui ne peut dire que je suis exonéré de la TVA. Non, vous êtes exonéré de la TVA au titre d'un chiffre d'affaires donné. Donc, logiquement, les sociétés ou les opérateurs ont toujours tendance et possibilité d'aller sur des activités génératrices de TVA pour résorber cette TVA et de ne pas être sur des situations de monosegment, dans les situations de butoir, de la différence entre le taux de TVA facturé et le taux de TVA effectivement récupérable, qui engendre malheureusement des situations, entre parenthèses, éternelles et chroniques. Est-ce que le paysage en fait, de la TVA et les perspectives pour cette année 2025, elles se déclinent comment selon vous? Ce qui a changé l'année dernière, je pense qu'il y a eu un changement de paradigme qui est très important, oui. Qui a été cité à plusieurs reprises, c'était l'adoption de la retenue à la source pour la première fois depuis 2024. Il a engendré quand même une augmentation des recettes considérable en matière de TVA, entre autres, bien sûr, de 22 milliards. Donc là, c'est 22 milliards de dirhams supplémentaires additionnels. Additionnels, oui. D'augmentation, qui serait due, qui s'expliquerait, entre autres, par ce changement de paradigme, qui est bien sûr effectivement l'adoption de la retenue à la source. Alors, le durcissement des contrôles en matière d'effectivité
des factures. Nous savons très bien que malheureusement, il y a une pratique peu orthodoxe qui permet un petit peu d'instrumentaliser ou je dirais de mobiliser de la facturation à des fins purement fiscales, sans effectivité. Ça, effectivement, c'est contre-attaqué sévèrement par l'administration fiscale aujourd'hui. Qui a fait sa priorité d'ailleurs, la fraude fiscale à la TVA. À la TVA, qui coûte énormément. Donc je pense que on n'a pas de chiffres là-dessus. Est-ce qu'on peut avoir Est-ce que vous, Mehdi Fakhri, vous avez une estimation chiffrée de ce que constitue, de ce que pèse en tout cas, de ce que pèserait la fraude fiscale à la TVA? Il y a des chiffres comme ça qui sont avancés parfois, de 20, 30, 40. Nous n'avons malheureusement pas une estimation crédible, mais on peut dire que c'est des dizaines de milliards de dirhams. Je ne peux pas aujourd'hui m'aventurer sur un chiffre, mais ce que je vois personnellement comme action prioritaire de la part de l'administration fiscale, et je renvoie l'année dernière la loi de finances 2024 qui a imposé la solidarité des dirigeants d'entreprise en cas de fraude à la TVA. Dirigeants d'entreprise, et puis même à l'époque, il y avait même les directeurs. Oui, les directeurs. Enfin, toute personne aujourd'hui qui serait impliquée de mauvaise foi dans des faits caractérisés tendant à effectivement amoindrir les recettes de l'État en matière de TVA sont aujourd'hui tenus pour être solidaires. Donc pour ne pas faire, parce qu'on a commencé à dire que ça vise tout le monde, nous évoquons uniquement que des faits caractérisés avec des pièces à conviction. Ce n'est pas des erreurs techniques. Donc des preuves à l'appui, en fait. Voilà, on peut très bien avoir des sujets en quelque sorte, d'irrégularité fiscale conventionnelle. Le contrôle fiscal est toujours là et les redressements fiscaux sont toujours là. Mais en cas effectivement, de faits caractérisés, c'est la solidarité. Et c'est le chef d'entreprise et les directeurs financiers qui sont impliqués. En tout cas, pour vous, donc, la TVA en 2025, ça s'inscrira dans la continuité Absolument. de ce qui est enclenché en 2024 avec la réduction des le réaménagement plutôt. Réaménagement des différentes... Cette harmonisation, pour être plus précis, qui tend, dans la perspective de 2026, à ne garder que 3 taux. Le taux 0 pour l'exonération, le taux de 10% et le taux de 20%. Si ce n'est bon, on peut citer cette année, oui, il y a des mesures de clarification, mais celle peut-être qui attire plus l'attention, c'est la possibilité d'accorder de l'exonération de la TVA à des groupements constitués de foncières et de sociétés gestionnaires en termes d'investissement pour la création exclusivement d'écoles ou d'instituts de formation. Ça, c'est une carotte fiscale. Exonération pour les foncières et les OPCI qui sont créés exclusivement pour abriter un projet d'école. Dans quel but, selon vous, Mehdi Fakhri? Imaginez une société aujourd'hui qui crée une foncière et qui ne bénéficie pas de l'exonération de 20%, parce que c'est une société qui fait de l'éducation. Les sociétés qui font de l'éducation, de l'enseignement, sont exonérées sans droit à déduction. Donc, ils n'ont pas le droit, en tant que tel, ayant un objet d'éducation, de bénéficier de l'exonération au titre de leur investissement. En tout cas, en tant que tel. Avec cette possibilité, une société foncière, pas une société gestionnaire, société foncière, donc ordinaire de droit commun, il peut bénéficier à condition de préciser qu'il va porter exclusivement un projet d'éducation. Je pense que c'est quelque chose qui est très très louable de la part des pouvoirs publics pour encourager, et ça permettrait d'économiser 20%, imaginez 20% du coût de l'investissement qui devrait aller à la TVA, et peut être mobilisé et réinvesti pour des projets. Donc dans le cadre du même projet, je pense que là c'est de l'argent rare, de l'argent, une donnerie rare au tout début de tout projet d'investissement. On est là sur un cas très concret d'une TVA, d'un taux de TVA avec exonération qui peut inciter à l'investissement dans un secteur bien défini, ce qui peut intéresser et du coup orienter l'investissement d'une entreprise TPE-PME. Ce qui s'est passé en 2024, c'est une rationalisation du dispositif incitatif à l'investissement en le liant à des garanties, pour effectivement s'assurer du sérieux du projet, du sérieux des opérateurs et combattre la fraude à la TVA et la fraude aux factures. Il y a eu des pratiques peu orthodoxes qui, malheureusement, ont touché la crédibilité de cette exonération. Les pouvoirs publics ont intervenu pour la rationaliser. Sauf que cette rationalisation ne permettait pas à des groupements de sociétés, c'est-à-dire une société gestionnaire plus une société foncière, de prétendre effectivement à cette exonération. Et ça a été permis cette année pour exclusivement le secteur de l'éducation. Nous avons d'autres secteurs
qui ont la même caractéristique, notamment le secteur de la santé. Peut-être pour les prochaines années, on pourrait voir voir naître effectivement, voir des exonérations de même nature pour le secteur de la santé. En tout cas, pour l'instant et pour le moment, dans le cadre de la loi de finances 2025, c'est uniquement l'éducation. Éducation, et peut-être que la santé pourrait venir dans un second temps, éventuellement. Mais on est en train de voir aussi qu'en termes de perspective entre 2024 et ce qui va se dérouler en 2025, c'est aussi de faire de la TVA un instrument de boost pour l'investissement et l'investissement productif. Est-ce que ça, parce que quand on voit entre ce qu'on a évoqué précédemment avec vous dans le premier podcast, un IS unifié à l'horizon 2026 autour de 20%, réaménagement aussi au niveau de la TVA des différents taux, 0, 10 et 20, est-ce que ça veut dire aussi que donc c'est la visibilité, c'est la sécurité en termes d'horizon économique et fiscal? Est-ce que ça veut dire aussi que tout ça converge pour faire de l'IS et de la TVA deux impôts qui permettent de booster l'investissement privé? Absolument. Alors, la TVA, plutôt que l'IS, est un impôt qui frappe le consommateur final. Donc, la TVA aujourd'hui, en termes de poids, ne pourrait être lourde que lorsqu'on est sur une perspective de non-croissance. C'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure comme étant une société... C'est-à-dire sur une croissance extrêmement molle? Même pas. Parfois, nous sommes devant des sociétés isopérimètres qui n'investissent pas. Il est clair que chaque fois qu'on investit, on rationalise en matière d'IS et on rationalise en matière de TVA. L'IS, c'est la déductibilité des amortissements. La TVA, c'est la déductibilité de la TVA sur les investissements. C'est aussi simple. Si on veut payer, entre parenthèses, moins de TVA. Mais si on ne fait rien, la TVA collectée au titre de la facturation, avec la TVA déductible pour les charges, ira, bien sûr, et doit aller au Trésor public, bien sûr, dans le budget de l'État. Donc là, il ne faut pas que les opérateurs font de l'IS comme de la TVA ou de la fiscalité de façon générale une fatalité. Le levier fiscal, il est toujours sujet à rationalisation, à condition de prendre les bonnes décisions et de continuer à investir, parce qu'en continuant à investir, on va augmenter le chiffre d'affaires, on va augmenter le business, ça va rapporter plus et ça va permettre de rationaliser énormément. Et j'ai dit que scientifiquement, jamais l'augmentation du volume du business n'est corollaire à l'augmentation de l'imposition. C'est même impossible, parce qu'une augmentation de chiffre d'affaires est liée à l'augmentation des investissements. Et la fiscalité des investissements, étant une fiscalité qui est très bonifiée, on va certainement payer moins d'impôts tout en réalisant des bénéfices, un volume d'activité plutôt qui est très intéressant. Qui est plus important. Autre point qui a été soulevé, enfin déjà, c'est qui a été mis en place déjà en 2023-2024 au niveau de la TVA. Il y a l'harmonisation qui a été mise en place sur les différents taux intermédiaires. C'est l'exonération de TVA à l'importation. Oui. On voit bien que, bon, on a malheureusement ces années de sécheresse. On voit bien on l'a vu d'ailleurs sur l'indicateur balance commerciale de 2024, où le déficit est en croissance, qu'on a recours à de l'importation sur de l'agroalimentaire essentiellement, mais pas que. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un enjeu aussi pour l'entreprise aujourd'hui qui est tournée à l'import qui du coup peut bénéficier mécaniquement et naturellement d'exonération de TVA et de fiscalité? Alors, aujourd'hui, cette exonération de la TVA est limitée dans le temps et il est plafonné en termes de volume. Ce n'est pas une fatalité. Il a été décidé d'exonérer pour la durée uniquement d'une année, qui expire fin 2025, certaines variétés, que ce soit des animaux, de la viande, congelée, miel, de l'huile d'olive. De l'huile d'olive principalement, également. Et là, c'est pour protéger la production locale. Et puis, nous sommes devant une année de sécheresse qui est dure. La décision de Sidney Lansel récemment, effectivement, a confirmé effectivement la nécessité des efforts collectifs pour renouveler et reconstituer le cheptel. Donc aujourd'hui, même parmi les variétés d'animaux qui sont exonérées, il y a les reproductrices. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est ce que nous demandons aujourd'hui. C'est une amélioration du cheptel qualitativement avant de parler quantitativement. Ce repos biologique, entre parenthèses, d'ici, Inch'Allah, l'année prochaine, devrait permettre cette reconstitution. Et nous avons besoin d'efforts et d'appui. Donc, c'est une exonération, pour ma part, qui se justifie, afin que les prix ne flambent pas. Exonération de TVA, en tout cas, l'importation
reconduit en 2025. Non, pas reconduit, c'est déjà limité Élargi, dans le temps. reconduit et élargi d'ailleurs. Non, non, rationaliser, non. Moi, je pense que établir, instaurer plutôt qu'autre chose. Parce que ce n'est pas que la TVA, c'est uniquement les droits de douane, c'est limité dans le temps, c'est pour des variétés qui sont bien connues, dans des quantités bien connues, avec bien sûr les accords de la tutelle. Je pense que c'est rationalisé, c'est bien suivi. Ce n'est pas une TVA, enfin un chèque à blanc pour les importateurs. En tout cas, on l'a bien vu, on a démarré le débat avec ça, Mehdi Fakher. La TVA et les recettes de TVA sont en croissance. Absolument. C'est la première recette fiscale en termes d'impôts indirects de l'État et des comptes publics. Il faut s'en féliciter. Écoutez, moi je pense qu'il faut s'en féliciter sur le plan technique arithmétique. Mais maintenant, moi je pense qu'on peut encore améliorer le rendu de cette recette en poussant vers l'investissement, vers l'épargne, avant de pousser vers la consommation. Vous savez que l'investissement et l'épargne, c'est les gages du futur. La consommation, elle est ponctuelle. Regardez ce qui s'est passé en France, où une baisse des recettes a créé toute une perturbation du budget de l'État et de son équilibre. Il ne faut pas que le budget de l'État repose à un tiers près sur la TVA. Je pense que là, il y a un effort à faire. À moins que ce soit une TVA émanant des circuits qui sont pérennes. Tout aléa conjoncturel pourrait impacter cette recette. Ça, ce n'est pas du tout souhaitable. Toutefois, l'État doit continuer son effort afin de rationaliser le levier fiscal pour permettre à cette TVA d'encourager, plutôt de pousser vers l'investissement. C'est l'investissement qui ramène du business. C'est l'épargne qui pousse et qui soutient et qui permet la financiarisation de l'économie. Lorsqu'on épargne de l'argent, cet argent est recyclé sous forme de crédit, sous forme d'appui financier aux entreprises. C'est ce que nous demandons le plus pour un pays là, si on veut vraiment dynamiser l'économie. Si on est sur des agents économiques dormants, de l'argent dormant, des entreprises dormantes, une consommation conventionnelle, écoutez, à long terme, ce n'est pas du tout encourageant pour booster l'économie. Je pense que c'est la réflexion. Ce qu'il faut saluer, c'est l'effort. Au service de l'investissement. Absolument. Ce qui saluait, c'est l'ouverture de la DGI dans le cadre des différentes sorties, à la discussion et aux échanges avec les professionnels pour trouver de nouvelles formules, de nouvelles alternatives fiscales pour, certes, encourager à l'adhésion, sauvegarder les intérêts du Trésor, mais surtout, bien sûr, créer ce changement et ce déclic pour l'économie. Il a clairement dit, les yeux dans les yeux, Fawzi Larja, qui s'est rendu fin janvier à la CGM, et il a dit, c'est les propos, entre autres, qu'il a tenus envers les patrons, les chefs d'entreprise de notre pays, patrons de grandes entreprises, patrons de PME, de PMI ou de TPE. Merci, Mehdi Fakher, analyste économique et financier, expert comptable et commissaire aux comptes, pour cet éclairage analytique sur les enjeux TVA, loi de finances 2025. Merci à vous. Merci à vous et à très prochainement, Charles. À très vite.